On va écouter donc l'association Les Dangers du LASIK. Si vous voulez bien les faire rentrer. On aura l'occasion de poursuivre de toute façon en fin de séance. Oui, je pense, oui. Installez-vous ici, oui, merci. Oui, bonjour madame. Pas de crainte, détendez-vous. Voilà. Oui, oui. J'ai pas une voix qui porte, ça marche? Merci en tout cas de nous rejoindre. Bon, nous sommes ravis de vous écouter en vous soulignant donc a priori que vous avez un temps de parole, questions comprises, de 20 minutes. On vous propose de les répartir en 2 fois 10. À charge pour vous de voir si vous voulez déborder, mais ce que vous déborderez d'un côté sera forcément pris sur le reste du temps, puisque nous avons un emploi du temps extrêmement chargé. Je vous en prie, j'essaie de faire effectivement un petit résumé. Ah oui, c'est un peu loin pour moi. Oui, c'est bien là. C'est ça. Du coup, j'ai mes... D'accord. Bon, j'espère que je vais y arriver. Alors là, j'ai dressé vite fait l'état du marché de l'optique en France. Donc, c'est quand même un marché qui représente 6,5 milliards d'euros. Alors, j'ai été étonnée, la France compte 69% de porteurs de lunettes. On est énormément de porteurs de lunettes. Et la solution laser devient un investissement sur l'avenir, étant donné que beaucoup de porteurs de lunettes jugent que les lunettes sont trop chères. Donc, ils espèrent, avec cette opération, pouvoir faire une sorte de retour sur investissement en n'ayant plus les lunettes à rembourser. Il y a aussi un discours ambiant qui est rassurant de la part des journalistes, des mutuelles. Et pour certaines mutuelles, ça devient même une technique de référence et de première intention. Donc, je passe au slide. Ah, c'est moi-même. Voilà. Donc, on s'est posé la question, mais est-ce que les bénéfices sont toujours au rendez-vous? J'ai reçu par exemple le témoignage de Marius qui dit regretter amèrement l'opération. Sa vision se triple, il n'arrive plus à lire ni à conduire. Son chirurgien lui donne des gouttes à base de cortisone, d'antibiotiques. Il lui propose une deuxième opération. Il y a de grandes chances que sa vision se détériore. S'il avait su, il ne l'aurait jamais tenté. Ces dommages sont... Ah, pardon, excusez-moi. Donc ces dommages sont notés dans un rapport professionnel qui est le rapport du laser excimer. Excusez-moi. C'est un rapport qui nous a été remis par les Américains, qui relate à peu près 20% d'aléas thérapeutiques. Je ne vous ai pas mis tous les pourcentages. Si vous voulez, vous pouvez les avoir, puisque je l'ai sur une clé USB, avec 49% de sécheresse oculaire et 20% d'éblouissement. Les éblouissements sont notamment pour les conduites de nuit, aussi des photophobies, ce genre de choses. Donc ces dommages sont reconnus aussi par les assurances professionnelles, notamment la MACSF, avec 80% des praticiens qui sont mis en cause et on note, excusez-moi, lors de effectivement procédures juridiques. C'est mieux comme ça? Oui, mais là, c'est mieux comme ça. Donc, et avec des ophtalmologistes qui sont de plus en plus exposés avec le développement de la chirurgie réfractive. On note une hausse de mise en cause d'ophtalmo. Certains montants d'indemnisation, 450 000 € à la Cour de cassation d'Aix-en-Provence sur un cas d'ectasie. Donc aussi, on note des dommages qui sont répartis sur un système de santé avec, par exemple, une paire de lentilles sclérales qui sont les seules solutions
à peu près bonne pour réparer les conséquences LASIK, à 1 200 € la paire, qui sont prises en charge par la caisse d'assurance maladie. Il y a aussi un coût social avec des gens qui sont quand même mis en invalidité, qui perdent leur travail, qui ne savent plus quoi faire devant cette opération. Je note par exemple ce témoignage qu'on m'a laissé, les problèmes de douleur physique, les gênes constantes, les difficultés financières conséquentes à une mise en invalidité n'émeuvent pas le corps médical. C'est une Claire de Notaire qui laisse ce message. J'ai été en contact avec une journaliste qui est passée d'ailleurs hier à la télévision, qui faisait un reportage pour une presse nationale grand consommateur et qui notait qu'il était d'accord avec vous sur le fait qu'en l'absence d'un guide, excusez-moi, c'est celui-là, de bonnes pratiques et du fait qu'il s'agit d'une chirurgie de confort, il n'existe pas de recommandation officielle pour encadrer les pratiques et cela manque à fournir pour une information objective aux consommateurs. Suivant. Du coup, nous sommes regroupés, nous, des patients qui développons des complications post-LASIK. Je fais partie de ces patients. Nous avons créé un site et une association qui s'appelle Les Dangers du LASIK. Nous n'avons pas vraiment développé ce site au départ pour interdire une pratique, mais plutôt pour informer, pour partager des expériences, pour essayer de trouver des solutions pratiques, parce que bien souvent, nous sommes laissés seuls dans une recherche de soins, une recherche de soins palliatifs, une recherche de compréhension de ce qui nous arrive. C'est un peu la loi de la débrouille du système D. Nous n'avons aucun suivi post-chirurgical. Donc, beaucoup de gens vont traduire une expérience fonctionnelle, invalidante, douloureuse. Ils vont témoigner d'un impact psychologique fort, émotionnel. Et nous militons depuis pour une obligation d'information du patient. Ce site reçoit quand même 36 000 visites en 6 mois, malgré une publicité moindre, puisque pour pouvoir obtenir une bannière avec un site marchand de lentilles de contact, il nous a répondu qu'il ne pouvait pas soutenir notre démarche, les médecins étant également prescripteurs de lentilles de contact. Je vous ai mis aussi d'autres liens avec des sites qui sont des homologues américains, portugais, anglais, japonais. Il y a énormément de sites de par le monde sur lesquels vous pouvez trouver des informations relatives à ces complications LASIK. Besoin de traduire une expérience invalidante et douloureuse. Je vous ai mis ici quelques expériences de ce que l'on pouvait effectivement voir, percevoir après une opération LASIK développant des complications. Donc vous voyez les effets d'éblouissement dans un premier cas, des effets de halo, des effets de perte de vision, de contraste, de perte de sensibilité avec une vision floue. La dernière image est pour traduire une autre un impact psychologique fort. Donc, des expériences invalidantes comme un syndrome de SEC, des ectasies, des diplopies, des pertes d'acuité visuelle, de sensibilité de contraste, de la vision nocturne, des astigmatismes induits, des opacifications de cornée, etc. J'en ai énormément. Un besoin de traduire, de témoigner un impact psychologique fort, qui est le deuil de sa vision. Certains ne passent pas le cap, notamment je pense à Laurence Campbell, à Colin Dorian, qui se sont suicidés. Le premier dit « Je ne souhaite pas faire souffrir ma famille, ma vie est rendue impossible ». Et le deuxième dit « Si mes problèmes de vision ne se règlent pas, je vais me tuer, je ne peux pas continuer à vivre ainsi ». Je reçois sur mon site des témoignages qui sont aussi vifs, comme celui de Dominique, qui dirait plutôt que de vivre de la sorte, autant mourir, je me sens seule et abandonnée. Aucun médecin ne prend au sérieux ma situation. Ou celui d'une graphiste, moi aussi je suis graphiste et je peux le ressentir. Je dois recomposer toute la journée avec un sens cassé et je me sens coupée d'une partie de moi-même. C'est vrai qu'on doit travailler parfois avec ses yeux. Nous militons, nous, en tant qu'association, pour l'information du patient suite à ces complications, qui sont donc... Du coup,
coup, je lis mes feuilles, je lis pas le tableau. Donc, militer pour l'obligation d'une information. Nous rappelons effectivement qu'il y a des articles de loi, notamment le 1111-4 du Code de la santé publique, qui dit que pour pouvoir opérer, il faut un consentement libre et éclairé. Je rappelle que le LASIK est une opération dite de confort et non d'urgence. Je vous rappelle aussi le serment d'Hippocrate que vous devez connaître. Donc nous demandons à clarifier la fiche SFO numéro 9A, c'est la fiche de la Société française d'ophtalmologie, avec 4 points. Donc dans cette fiche, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, elle vous était transmise. Nous relatons que le taux de fréquence n'est pas précisé dans les complications sévères et rares. Notons aussi que les conséquences moins sévères sont pour la fiche 9A, dénommées comme des conséquences, alors que c'est la fiche 1A, relative à l'opération de la cataracte, elles sont notées comme des complications. Pourquoi ? Nous demandons aussi un délai de réflexion. Il est noté comme suffisant sur la fiche et nous n'avons pas de délai ou de terme de réflexion stipulé. Par exemple, la loi du commerce stipule un délai de rétractation de 7 jours. Certains patients, j'en connais, ont signé leur fiche 5 minutes avant intervention. Certains patients, dont moi par exemple, n'ont jamais vu cette fiche. Et pourtant, nous avons été opérés parfois dans des centres nationaux d'ophtalmologie. J'en appelle du coup au principe de précaution. Nous sommes dans une société où il y a un devoir de sûreté. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Il y a aussi, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La protection du citoyen, elle est voilà. Au Royaume-Uni, le député anglais John McDonnell a pris la parole le 20 novembre, excusez-moi, c'est en anglais, 2013, pour l'encadrement de cette chirurgie. Il demande des alternatives devant le nombre de témoignages qu'il reçoit et aussi devant le nombre croissant des interventions pratiquées. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, en France, il y a 120 000 opérations pratiquées, de chirurgie réfractive. Donc, ce député, John McDonnell, demande des alternatives de correction optique non invasives à proposer en priorité à la chirurgie réfractive. Il demande une information complète sur les bénéfices-risques avec la signature d'un consentement réellement éclairé. Il demande aussi des parcours thérapeutiques et une recherche poussée pour soigner les complications. Je dois dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment les soigner, ces complications. Il demande peut-être aussi une aide financière pour les personnes rendues invalides. Aux États-Unis, c'est Maurice Waxler, un ancien haut fonctionnaire de la FDA, qui dénonce cette industrie LASIK. Il fait état de pression. Il était en charge de la mise en place des protocoles de mise sur le marché de ces machines LASIK. Il dénonce aujourd'hui un manque d'indépendance pour la mise sur le marché de ces machines. Il dénonce le manque d'indépendance des membres face aux enjeux économiques énormes. Aujourd'hui, il demande l'interdiction des procédés LASIK pour la chirurgie réfractive dite de confort. Il a fait la demande d'ouverture d'une enquête criminelle suite au suicide de patients présentant des complications post-LASIK. Et il demande une multiplication des actions d'information pour un bénéfice-risque, devant un bénéfice-risque trop déséquilibré. Nous, l'association Les Dangers du LASIK, nous militons effectivement pour l'encadrement de la chirurgie réfractive. Nous demandons une information complète sur les bénéfices-risques liés à cette pratique. Nous demandons la protection des patients, mais aussi des praticiens sur les dérives de la chirurgie réfractive, avec la signature systématique d'un consentement réellement éclairé, d'une information objective et assortie d'un délai de réflexion noté.
Nous demandons aussi à mettre en place des parcours de soins pour les patients développant des complications post-LASIK. Peut-être aussi mettre en place des aides financières pour la prise en charge des soins palliatifs de ces complications post-LASIK. Et nous demandons une place dans la société pour des patients rendus malvoyants. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. M. Boirini. Oui, jusqu'ici, nous avons parlé de techniques et vous nous rappelez que ces techniques s'appliquent à des personnes qui sont en difficulté, en détresse et en souffrance. Alors, j'avais deux questions, précisément sur le point technique, puisque c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, et une question sur la souffrance des patients. Alors, du côté de la technique, vous avez dit, Monsieur Abenheim, que la technique était sûre, que les lasers étaient au point, mais qu'il s'agissait plutôt de la rencontre de cette technique avec deux facteurs qui étaient l'interaction avec la cornée et d'autre part la cicatrisation. C'était pour la précision de la correction. Je ne parlais pas des complications. Les complications sont des événements indésirables, toujours possibles en chirurgie. La réponse tout à l'heure, c'était à votre question sur la précision des lasers. Là, je ne parlais pas de complications tout à l'heure. D'accord. Alors, comment envisageriez-vous la réduction, sinon des risques, du moins de la perception des risques, étant donné que la technique est sûre les risques et qu'il y a des impondérables qui sont, au fond... Les risques sont inhérents à tout acte chirurgical, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il n'existe pas... vous n'êtes pas garanti de rentrer chez vous ce soir, quel que soit le moyen de transport que vous allez prendre pour rentrer chez vous. Les risques chirurgicaux sont réels. Et madame a raison, il faut que les patients soient prévenus. C'est tout à fait normal de prévenir les patients. Il est tout à fait normal de leur présenter les alternatives. Si vous voulez, nous ne sommes pas en désaccord avec madame sur le point de la nécessité d'informer. Mais dire à quelqu'un, s'il n'y avait zéro risque, aucune des personnes autour de la table n'aurait encore ses lunettes. Elle se ferait opérer. Veillons à rester simplement en dialogue avec Madame Gonnet. C'est une opération dite de confort et pas d'urgence. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'où la nécessité encore plus importante d'informer les patients. Nous avons une obligation médico-légale. Nous avons une obligation médico-légale d'information renforcée. Nous avons une obligation légale de respecter les feux rouges. Nous avons une obligation légale de respecter une vitesse. Il y a peut-être des gens qui ne respectent pas ces obligations. Ils ne représentent pas la majorité des soignants, mais nous avons une obligation légale. Nous avons une obligation légale de rappeler tous les risques de cette chirurgie-là. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. J'avais aussi... L'autre question qui s'adressait à madame, c'est le recueil des données. Parce qu'il y a souvent dans le diaporama que j'avais regardé puisqu'il nous a été envoyé, des témoignages. Et on sait qu'un témoignage, aussi fort qu'il soit, reste sujet à interprétation et à collecte. Comment les données sont-elles collectées? La question qui est derrière tout ça, c'est est-ce que ça vous paraît suffisamment significatif des conséquences de cette opération? Moi, je sais que ce sont des gens qui laissent spontanément leur témoignage. Ils ne sont pas forcés à laisser. Je sais que ce sont des gens qui témoignent d'une douleur, effectivement, physique, souvent forte, et psychique, un impact émotionnel douloureux. Ce sont des gens qui sont perdus. Moi, à mon niveau, nous tenons à porter ces expériences parce qu'on ne peut pas laisser des gens seuls, sans soins, sans suivi. Je ne peux pas être porteuse de personnes qui veulent se suicider. Je n'ai pas forcément à les soutenir. Enfin, je les soutiens, mais jusqu'à quel moment est-ce que je peux les soutenir? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de professionnels pour faire un suivi? Ces gens sont laissés seuls, effectivement. Ils ne sont peut-être pas 2000, et encore, je ne sais pas. On est au début d'une recherche et de laisser la parole à ces personnes. Je ne sais pas combien ces personnes sont. Je rappelle qu'il y a 120 000 opérations chirurgicales LASIK en France, et donc c'est un fort potentiel.
Ce site n'existe pas depuis très longtemps et ne bénéficie de très peu de publicité. Oui, je voudrais faire un petit point quand même, parce que j'entends utiliser le mot confort. Je pense que c'est un mot qui est totalement inadapté. C'est plutôt une intervention réglée, plutôt vis-à-vis d'une intervention en urgence. L'opposition étant que l'intervention en urgence se fait dans un contexte particulier. Ici, il s'agit d'une intervention réglée qui est censée se faire suivant des modalités qui sont des modalités techniques, de type technique chirurgicale, qui se font en dehors de l'urgence. Et après, la deuxième définition, l'élément, c'est en opposition par rapport à confort, c'est de rétablissement fonctionnel. Il faut quand même avoir en tête que ces dysfonctionnements visuels sont à l'origine d'un handicap. Qu'on va essayer de compenser plus ou moins bien, soit à l'aide de dispositifs qui sont soit des lentilles, soit des lunettes, qui ont des risques, qu'on peut perdre, qu'on peut casser, etc. Et l'intervention chirurgicale va être une alternative qui devrait permettre d'avoir une pérennité dans le temps et de ne plus avoir le risque, si vous voulez, de perte de lentilles ou de blessures, hein, parce que quand on a des lentilles, elles peuvent se casser et on peut aussi se retrouver blessé par ce genre de choses. Donc je crois qu'il faut être attention aux mots et je vous demande d'être très prudent par rapport à l'utilisation du mot confort qui me paraît, dans le cas d'espèce, assez inadapté. Pourtant, c'est la société ophtalmologique qui donne ce terme de confort. Moi, aujourd'hui, je porte des lentilles sclérales qui ont la taille d'une pièce de 5 centimes et que je risque de casser tous les jours suite à une opération LASIK. Avant, je portais des lentilles souples et tout allait bien. Est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer pourquoi j'en arrive à... Ce sont des prothèses, elles sont considérées comme prothèses. Vous avez raison. Savez-vous, madame, combien d'yeux sont perdus par an à cause d'accidents infectieux sous lentilles? Beaucoup. Mais j'aurais aimé ne pas en porter, puisqu'aujourd'hui je porte des sclérales. Je parle pas vous portiez autrefois des lentilles souples. Oui, mais aujourd'hui je ne peux plus porter de lunettes. Non, madame, votre cas personnel, je compatis et je suis le premier désolé pour vous. Donc je ne parle pas de votre... Je parle de façon générale, puisque nous sommes là pour parler de la prise en charge de la pathologie de nos concitoyens. Et dans le cas de cette prise en charge, comme l'a rappelé monsieur, on doit présenter les alternatives. Les alternatives à la correction de l'handicap visuel par la nécessité de porter d'une correction, elle se fait par lunettes, par lentilles, ou maintenant, depuis une trentaine d'années, par chirurgie. La chirurgie comporte des risques, et ces risques doivent être expliqués aux patients. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais personne n'est informé des risques du port des lentilles ou du port des lunettes. Et monsieur l'a rappelé tout à l'heure, les lunettes, ça se casse. Il y a des plaies du globe par traumatisme sur les lunettes. J'en ai opéré un certain nombre quand j'étais interne et chef de clinique en garde. Et j'ai fait un travail à 20 ans d'intervalle sur les accidents infectieux sous lentilles se présentant aux urgences de l'Hôtel-Dieu dont j'étais chef de clinique et qui recevait le tiers des urgences de Paris région parisienne. Nous avons à peu près entre 5 et 10 yeux perdus par an en région parisienne par port de lentilles. Et c'est un drame pour ces porteurs de lentilles, comme c'est un drame pour vous qui êtes victime d'une complication de la chirurgie réfractive. Tous les dispositifs de soins, quels qu'ils soient, comportent des risques, qu'il s'agisse de médicaments, qu'il s'agisse d'actes chirurgicaux. Le point sur lequel je serai toujours d'accord avec vous, c'est sur l'obligation de rappeler toute l'information et la meilleure information possible à nos patients. Au-delà de ça, ce sont des adultes majeurs qui prennent la décision de se faire opérer après avoir été préalablement informés. S'ils n'ont pas été préalablement informés, le médecin sera systématiquement sanctionné. Je ne suis pas sûre de ce que vous dites, mais moi, malheureusement pour ceux qui ne le font pas, vous avez rappelé ce que ça a coûté la patiente du sud de la France, d'Aix-en-Provence, 440 000 €. Le médecin en question va avoir beaucoup de mal à se faire assurer pour la suite de sa carrière. Donc, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il ait encore une carrière. Mais madame, il n'a pas cherché à aveugler cette patiente. Il a eu une complication comme cette patiente, arriver. En fait, a développé une ectasie. Elle avait un kératocone fruste. Il lui fallut le détecter d'abord. Il existe d'ailleurs des moyens de détecter ces kératocones. Aujourd'hui, oui, mais il y a 10 ans, il n'y avait pas de système de détection des kératocones frustes. Et puis, l'ectasie cornéenne, il y a 10 ans, n'était pas connue. C'était une complication qui est tardive, donc il a fallu quelques années de décalage avant de la dépister. Et malheureusement,
Nous, chirurgiens de la réfraction qui pratiquons cette chirurgie-là, nous vivons avec la hantise de voir un jour un de nos patients revenir avec une ectasie. Voilà, Mais vous avez raison. Pourquoi dans ces cas-là, il y a une mesure qui existe, qui est la mesure aura? Pourquoi ne pas la pratiquer systématiquement? Alors là, on rentre dans des choses techniques. Voilà. Parce que le temps déroule. Madame Dumartin? Oui, en fait, ça a été abordé, mais je voulais souligner 2 points, effectivement. Je vous remercie de votre présentation. Le manque d'information des patients. Bon, ça, effectivement, il faut y remédier. Et vous évoquez aussi le manque de suivi ou la perception de vos adhérents du fait qu'une fois que la complication est là, ils ont du mal à revenir vers leur chirurgien pour prendre en charge la complication, ou est-ce que vous avez aussi des gens qui regrettent leurs complications, mais qui au final sont bien pris en charge? Parce Alors qu'il non, y a aussi les 2 aspects. Moi, je n'ai personne qui soit suivi. Dans les témoignages que j'ai, dans les cas dans la cinquantaine de personnes qui sont effectivement sur ce site, ils ne trouvent pas effectivement de solution aux complications, et ils ne trouvent pas de praticien qui puisse donner satisfaction à leurs interrogations, à leurs demandes de suivi, et je ne suis pas sûre qu'il existe de solution thérapeutique devant ces complications. Maintenant, je ne suis pas experte, et j'espère que demain, et si je prends la parole, c'est aussi pour que demain on puisse mettre en place des protocoles et des techniques de soins pour ces personnes qui présentent des complications. En tout cas, c'est vraiment ma volonté. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup, Madame Gonnet, d'avoir porté la voix des usagers avec un peu d'émotion. Merci beaucoup. Excusez-nous d'être peut-être un peu impressionnant, mais en tout cas, merci encore de votre présence parmi nous. Je suis désolé, mais le timing nous impose de vous remercier dès à présent. Merci.